Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier C positif en ligne. Ça fait maintenant un an avec NovaBuild et nos deux partenaires qui sont l'Union régionale des CAUE et en particulier le CAUE de Loire-Atlantique Développement et l'Alliance HQE-GBC que nous organisons cette revue de projet que nous avons appelée C positif. C'est positif parce que nous souhaitons qu'elle nous apporte qu'elles soient inspirantes. Et aujourd'hui, on a particulièrement un projet particulièrement inspirant. Alors normalement, les C positifs, on présente deux projets, mais du fait des conditions un petit peu particulières, le deuxième projet était pas complètement prêt à être présenté en ligne. Et on remercie particulièrement et chaleureusement nos deux intervenants, nos deux porteurs de projet, Bruno Belenfant, architecte sur le projet Les Petits Ensembles, et Hélène Passelande, chef de projet chez l'aménageur Loire-Atlantique Développement, qui va nous présenter les ambitions qui existaient dans ce projet au départ. Alors, avant de commencer, un petit mot sur ce qu'est C positif. C positif, c'est, comme je vous le disais, la revue de projet qui existe en Pays de la Loire pour valoriser la construction durable, mais surtout travailler ensemble, monter en compétences ensemble sur des points à la fois techniques, mais aussi évidemment sur l'architecture, sur les différents sujets qui comptent dans la mise en œuvre d'un projet. Nous avons c'est ouvert à tous. Il faut que le projet soit en Pays de la Loire, positionné en Pays de la Loire, mais tout type d'ouvrage, y compris ceux qui n'ont pas connu de démarche HQE, et je crois que c'est le cas de celui qu'on va voir tout à l'heure, mais ça peut être donc des bâtiments individuels, collectifs, tertiaires, publics, mais aussi des infrastructures et des aménagements. Donc n'hésitez pas à nous déposer vos projets. On a une prochaine revue le mois prochain qui devrait mettre l'accent sur des projets en Vendée, et puis on en a tous les mois, a priori le 3e mardi de chaque mois. Ces positifs se déroulent en 4 étapes. D'abord, puis, et c'est une des particularités de cette revue de projet, l'examen des dossiers par 3 experts désignés chacun par les 3 partenaires. Donc, un expert désigné par l'Alliance HQE-GBC, William Matalou, qui travaille à l'agence AIA, un deuxième expert qui est désigné par NovaBuild, Philippe Devy, et un troisième expert qui est désigné par le mouvement des CAUE, et aujourd'hui Jean-Pascal Hébrard. Et du fait du webinar et de la configuration un peu particulière de notre salle, nous n'avons pu donner la parole qu'à un seul des 3. Et donc, c'est Jean-Pascal Hébrard qui portera la parole du jury qui s'est réuni il y a 2 jours et qui a travaillé sur le projet. Et puis, donc, 3e étape, la revue de projet elle-même. Donc, on va y assister tout à l'heure. Une présentation pendant une vingtaine de minutes par le porteur de projet et puis ensuite 40 minutes d'échange. Et enfin, 4e étape, la diffusion. En fin de parcours, nous allons vous demander de voter et afin de savoir si vous souhaitez que ce projet que nous allons voir puisse rentrer dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire. Et à partir de là, un communiqué de presse sera envoyé et une diffusion, un reportage sera mis en ligne sur le site de NovaBuild. Donc, je crois que j'ai fait à peu près le tour, à part, et j'en suis absolument désolé, d'habitude, quand on se voit en ligne, vous avez entre les mains le cadre de référence de HQE qui vous permet de comprendre comment est-ce qu'on a articulé la présentation du projet. Alors, normalement, ça devrait être aussi quelque chose qui est partagé, connu de tous, mais il y a 4 grandes familles dans ce cadre de référence. Et donc, le projet, les petits ensembles vont être présentés dans le cadre de ces 4 grandes familles autour de... Moi, je ne vous lirai pas ce que vous voyez là sur l'écran, mais ça permet de passer au crible une sorte de langage commun qu'on souhaite d'ailleurs que vous adoptiez les uns et les autres quand vous plongez sur un projet, parce que c'est une grille qui est quand même assez pratique. Je vous ai parlé du jury et des 3 experts, donc
voilà leurs photos et on remercie Philippe Devy et William Matalou. Ils sont avec nous en ligne, mais qui n'ont pas pu prendre la parole tout à l'heure. Et c'est donc Jean-Pascal Hébrard qui parlera en leur nom. Et donc, je vais tout de suite donner la parole à Bruno Belenfant. Je pense qu'il faut faire maintenant une petite manipulation, Bruno, passer d'un PowerPoint à un autre. Donc, c'est là qu'en général, on se plante, hein, on va voir. Donc, si vous êtes... vous allez assister à la manipulation du jour, passer d'un PowerPoint à un autre. Bruno, tu es en plein exercice, là. Oui, alors j'essaie, je me pose la question, comment on fait Voilà, je pense que c'est le tien, là, qui vient d'apparaître, non? ça, et c'est moi qui le manipule et qui le fait. Et voilà, les petites flèches, maintenant, c'est toi. Ok, d'accord. Ben, ça a marché, donc pas de surprise de ce côté-là pour le moment. Non, c'est toujours le tien que j'ai là. C'est toujours le mien. Ouais. Alors attends, si le mien c'est. Qu'est-ce que c'est? En plus, ils ont la même page. le tien s'appelle C'est positif, PowerPoint de présentation d'un projet, et le mien il s'appelle PowerPoint de présentation VF. Okay, si tu vois le nom. C'est celui-là. Excusez-nous, hein, mais je pense que maintenant qu'on passe tous nos journées en webinar et autres, on a pris l'habitude d'être assez conciliant avec la technique. J'essaie de la. Est-ce que c'est... Ah, je pense, il y avait une petite main, il fallait que j'appuie sur la petite main. Bruno, est-ce que tu nous entends? Je pense que c'est moi qui ai fait une bêtise. J'ai fait disparaître Bruno. C'est ça, je devais autoriser son PowerPoint, j'avais oublié ça. Et là, entre-temps, je l'ai fait disparaître. Est-ce qu'il peut... Voilà. Bruno, est-ce que tu es avec moi à nouveau? J'arrive, ça y est. Voilà. Donc, il faut que tu me demandes... En fait, c'est moi qui ai fait l'erreur. Tu m'as fait une demande et je ne l'ai pas vue parce que c'est une petite main qui apparaît dans un petit coin et je n'ai pas compris. Donc, je le refais. Tu le refais et je verrai une petite main apparaître et je vais cliquer dessus. J'ai cliqué dessus, mais il ne se passe rien. Ah, ça y est. Là, je ne vois pas encore la petite main, donc je ne peux pas procéder. Ou alors c'est moi qui... Ouais, ça y est, j'ai la petite main. Je clique dessus, accepter, c'est bon. Donc normalement, ça devrait commencer à apparaître. Est-ce que tout le monde voit un PowerPoint? Oui. Qui me dit mot consent. Alors, on peut commencer. Bruno, je vais enlever l'image de Jean-Pascal, si tu en es d'accord. Tu interviendras tout à l'heure. Et puis, je vais m'enlever aussi. Bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Bruno Belenfant, architecte, et au sein de l'agence Atelier Belenfant d'Aubas, autrement dit ABD Architecte. Et donc, on a participé à cette opération d'habitat participatif à Guérande. Je vais laisser Hélène Pasland de l'aménageur LAD CELA présenter le contexte de la ZAC dans laquelle on s'inscrit. Voilà, et après, je développerai le projet. Bonjour à tous. Alors, en effet, je suis chargée d'introduire cette présentation en vous donnant quelques éléments de contexte sur l'initiation de ce projet. Alors, ce projet est né de la volonté d'une association locale qui s'appelle Antinevez, qui promeut l'habitat sain et l'habitat participatif sur la presqu'île guérandaise et qui a sollicité la ville de Guérande en 2012-2013
en vue d'implanter un projet d'habitat participatif sur la commune. Et cela s'est fait en même temps que le démarrage opérationnel d'un projet urbain majeur pour la ville de Guérande, qui est l'écoquartier de la Maisonneuve, projet sur lequel nous avons été, donc LAD a été désigné aménageur en 2012. Donc, dès les premières phases d'études de la ZAC de la Maisonneuve, a été question d'intégrer, d'expérimenter un projet d'habitat participatif sur la première tranche de l'opération. C'est une opération qui se situe au nord-ouest de l'agglomération de Guérande. On est à 5 minutes en vélo des remparts et qui doit accueillir environ 650 à 700 logements sur une quinzaine d'années. Ce projet a été ensuite accompagné par l'association L'Éco-Habitant, qui a été missionnée par Anne-Tine Nevez et dont on a également pris en charge une partie des prestations en vue de stimuler et d'aboutir à un noyau d'habitants intéressés par le projet. Donc à partir de 2014, les échanges se sont vraiment renforcés. Je passe sur quelques péripéties de choix de terrain, mais globalement fin 2014, nous sommes arrêtés avec les habitants sur un terrain. Et ce que nous avions proposé, c'était de réfléchir à l'échelle d'un îlot plus grand, pas seulement un îlot qui pourrait accueillir une dizaine de logements, puisque c'était la jauge définie assez tôt dans le projet, mais un îlot qui pourrait accueillir un deuxième programme. Ça nous paraissait être une bonne solution, déjà pour avoir un peu de souplesse sur le nombre de logements au final que le projet allait pouvoir accueillir, et pour pouvoir également raisonner une échelle plus grande si les habitants le souhaitaient, notamment pour mutualiser des coûts de conception et des coûts de travaux également. Donc fin 2014, le choix du terrain a été arrêté et sur un îlot qui devait comporter 25 logements locatifs sociaux. Donc le groupe d'habitants, le noyau qui était déjà constitué, a ensuite participé en 2015 au choix d'un bailleur social avec la ville de Guérande et LAD, et le choix s'est arrêté sur Harmonie Habitat. À ce stade-là, il n'était pas obligatoire, c'était une porte qu'on souhaitait laisser ouverte pour le groupe d'habitants de travailler avec Harmonie Habitat. Donc on leur a laissé quelques mois de réflexion, d'étude des différents montages possibles pour l'opération. Et au terme de ces quelques mois, les habitants et Harmonie nous ont indiqué qu'ils souhaitaient fonctionner avec donc 2 maîtrises d'ouvrage distinctes, Harmonie Habitat pour les 25 logements locatifs sociaux et une S3C qui s'appelle Les Petits Ensembles, qui allait être créée pour les 10 logements en habitat participatif, mais dans laquelle Harmonie Habitat allait prendre des parts, puisque une partie des logements sont réalisés en location-accession, donc Harmonie Habitat en reste propriétaire pendant la phase locative. C'est sur cette base-là qu'une consultation d'architectes a été lancée début 2016, avec donc 2 lots, les 25 logements locatifs et les 10 logements en habitat participatif. Et les Harmonie Habitat et le groupe d'habitants se sont accordés pour choisir le même architecte, en l'occurrence ici un groupement, pour les 2 projets. Donc c'est le groupement Formacis Atelier Bel Enfant d'Aubas qui a été retenu. Et ensuite, chaque cabinet s'est attaché plus spécifiquement à l'un des bâtiments. Et donc c'est Atelier Bel Enfant d'Aubas qui a accompagné plus spécifiquement le projet d'habitat participatif. Qui donc a fait partie des premiers bâtiments livrés, puisque les habitants ont intégré leur logement sur la première tranche fin 2018. Et je vais repasser la parole à Bruno Belenfant, qui va pouvoir vous en dire beaucoup plus sur le projet en tant que tel. Merci. Donc je passe les diapos. Donc je vais vous présenter les acteurs principaux de cette opération-là. Donc on est sur un programme de 10 logements collectifs sur l'habitat participatif. Alors parfois vous verrez que c'est mentionné 11 logements collectifs parce qu'on a une salle commune dont on peut considérer qu'elle constitue un logement d'appoint. Donc suivant les circonstances, on considère qu'on a 10 logements ou 11 logements.
Donc on est sur la ZAC de Maisonneuve que Hélène Passeland vient de présenter. Donc on était vraiment au démarrage opérationnel de cette ZAC. Et c'est une opération qui avait de la part d'une volonté très forte des futurs habitants, un souhait de s'engager vers de l'éco-construction, vers une très forte performance énergétique, avec un objectif passif, mais sans certification, qu'on a atteint. Donc, quand on le traduit en RT 2012, on est sur du moins 50% par rapport à la consommation d'énergie primaire maximum. Et sur les techniques constructives, et j'y reviendrai dans l'approche économique du projet, on est sur une enveloppe en ossature bois porteuse, et des refends intérieurs qui sont en béton. On les voit sur la petite image en bas à droite. On a déjà un bâtiment dont l'enveloppe est déjà réalisée en ossature bois, et l'autre bâtiment où on a le noyau de cage d'escalier en béton et un mur de refend en béton banché. Alors, je vous montre là vraiment l'ensemble de l'opération, puisque effectivement, comme l'a dit Hélène Passeland, la maîtrise d'œuvre était constituée par un groupement entre deux cabinets d'architectes, donc Formasis, qui a conçu les logements sociaux que vous voyez en haut de la parcelle, donc vraiment au nord de la parcelle. C'était une opération de 25 logements sociaux portés en maîtrise d'ouvrage par Harmonie Habitat. Et donc, sur la pointe de l'îlot, on a donc là les 11 logements participatifs qu'au sein du groupement, on a conçus. Donc, vous voyez qu'en fait, on a travaillé en conception avec Formasis de façon assez proche dès le début, puisqu'il s'agissait de faire une opération d'ensemble, qui est une cohérence d'ensemble dans ses aménagements extérieurs, et également dans son vocabulaire, dans son architecture. Donc on a quelques différences, mais en gros, on est sur des bâtiments avec une enveloppe en bois. Après, les programmes étant tellement différents, il ne pouvait pas y avoir une similitude exacte entre les bâtiments. Chaque programme a pu évoluer au fil de la conception. Mais vous voyez, donc, on se retrouve au nord avec les logements sociaux, les 25 logements sociaux. Au sud, les logements participatifs avec leur jardin qui occupe la pointe de l'îlot. Et entre les deux, on a défini la zone qui était la zone d'accès et la zone de stationnement. L'impact des stationnements étant un élément très important, très impactant sur l'organisation de la parcelle. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est que tant les logements sociaux, les 25 logements sociaux que les 11 logements participatifs ont bénéficié d'une orientation assez optimale, les façades sont plein sud, avec un petit décalage de quelques degrés, mais pas grand-chose, plein sud, donc vraiment une très bonne orientation, une parcelle assez intéressante pour ça. Donc la maîtrise d'ouvrage, donc elle est assurée par une S3C, une société civile coopérative de construction qui s'est constituée pendant la conception du projet, puisque au démarrage, c'est donc Harmonie Habitat qui a porté à la fois la maîtrise d'ouvrage, la consultation de maîtrise d'œuvre en y associant les futurs habitants. Et la maîtrise d'ouvrage a basculé sur une société civile coopérative de construction dans laquelle le bailleur social Harmonie Habitat avait une participation avec les habitants. Alors la maîtrise d'œuvre est constituée donc Atelier Bel-Enfant d'Aubas, que je représente, architecte, REO Énergie, qui est le bureau d'études fluides, avec qui on a travaillé, et on travaille assez régulièrement quand on fait ce type d'opération. Formasis donc est resté sur cette partie-là en tant qu'économiste et sur l'approche paysagère. Arest en BET structure et Acoustibel en BET acoustique, sachant que c'était un enjeu très important sur cette opération-là, qu'on envisageait de passer en structure bois. Donc il y a des enjeux acoustiques sur des logements collectifs qui sont très importants.
Alors les entreprises, je ne vais pas les citer toutes, mais les principales, c'est Beneteau Construction pour la partie gros œuvres, qui s'occupait donc des fondations, dallages et murs de refend en béton. Et l'entreprise Douillard, qui a assuré le lot charpente et aussi le lot menuiserie extérieure. C'était intéressant d'avoir la même entreprise pour une efficacité sur le chantier, d'avoir le lot menuiserie extérieure et le lot charpente bois. On est sur une surface habitable d'environ 800 mètres carrés. Alors, ça compte les surfaces habitables, sachant qu'il y a pas mal de surfaces sur cette opération-là qui ne sont pas de la surface habitable. Il y a pas mal de surfaces annexes. On a notamment des celliers. On a notamment, sur un des bâtiments, on a un comble qui permet aux habitants de faire du rangement, du stockage. Donc, il y a pas mal de surfaces qui sont exploitables par les habitants, mais qui ne sont pas de la surface habitable. Et le coût de construction est à 1,90 € hors taxe au total, ce qui est un coût d'objectif qui était assez difficile à atteindre, mais donc on a fait en sorte d'y arriver en faisant des choix judicieux. Et on arrive à une consommation d'énergie par mètre carré qui est assez basse, qui atteint un objectif passif qui est 30 kWh par mètre carré et par an. Un chantier assez rapide qui a duré 12 mois, qui a commencé en début janvier 2018 et qui s'est terminé au 20 décembre 2018. Donc on a un an, un peu moins d'un an de chantier, ce qui a permis aux habitants de rentrer dans les locaux dès la fin d'année 2018. Alors sachant que les habitants, une fois la livraison effectuée, avaient quelques travaux d'autofinition à réaliser. Donc, comme je vous le disais, on est sur une recherche d'orientation bioclimatique avec des terrasses filantes qu'on voit sur la photo à droite et sur l'illustration en bas, la coupe de principe. Ces terrasses filantes sont plein sud. Et donc, un débord de toit permet de se protéger du soleil en été et de le faire rentrer en hiver. Donc, vous voyez sur ce schéma-là, on a les orientations, l'incidence du soleil qui est représentée au solstice d'hiver, au solstice d'été et à l'équinoxe, qui vous montre donc quand les rayons sont les plus bas au solstice d'hiver, que le soleil pénètre largement dans les logements et qu'au solstice d'été, quand le soleil est le plus haut, eh bien le soleil ne pénètre pas dans les logements. Et ça a eu un impact extrêmement important sur le bilan énergétique du bâtiment. Et on a fait en sorte, avec notre bureau d'études, de dimensionner assez précisément ce débord pour mesurer l'impact sur la performance énergétique du bâtiment. Alors, on a pas mal de locaux et d'espaces communs. On a donc cette salle commune, je vous la montrerai sur une vue en plan juste après. Cette salle commune qui était un objectif aussi du groupe d'habitants, de pouvoir bénéficier de cet espace-là qui leur permet vraiment de faire vivre une dynamique collective au sein de cet habitat, c'est-à-dire de pouvoir se réunir entre eux, de pouvoir organiser des manifestations, d'inviter des gens, des personnes extérieures, de bénéficier éventuellement d'un logement d'appoint, puisque cette salle commune est équipée à la fois d'une salle d'eau équipée d'un coin cuisine. Donc voilà, ça leur permet tout un tas de possibilités qu'ensuite ils peuvent faire vivre au sein de leur groupe d'habitants. On a également un atelier qui permet de faire du bricolage. On a des buanderies on a plusieurs buanderies qui sont judicieusement réparties pour que sur chaque bâtiment, on puisse y accéder facilement. On a une partie garage, principalement garage à vélo. On a des celliers qui leur permettent de pouvoir stocker des légumes, par exemple, puisqu'ils ont une production potagère au sein de cet habitat. Et on a effectivement le jardin qui est au sud de la parcelle, au devant des façades sud des logements. Alors, c'est une opération avec un fort souhait également d'utilisation de matériaux biosourcés.
Donc, ce en quoi nous, on était partants avec eux, c'est vraiment une chose aussi dont on fait, nous, la promotion dans toutes nos opérations, parce qu'on est convaincu et on sait que c'est la meilleure façon d'apporter un confort optimal dans les logements. Et ce confort est lié à la régulation hygrothermique de ces matériaux-là. De par leurs propriétés spécifiques qu'on ne retrouve pas dans les autres matériaux, on arrive à avoir un confort bien supérieur, un ressenti bien supérieur. Schématiquement, ça induit qu'on a un confort, on a un confort avec une température d'ambiance inférieure, tout simplement. Bruno, donc, oui. Il te reste autour de 5 minutes. Bon, il faut que j'aille vite. Donc voilà, donc on a des isolants biosourcés, des enduitaires qui ont été réalisés en autofinition. Et comme je vous l'expliquais, ce qui est intéressant, c'est que la dynamique participative, elle se prolonge après la réception des travaux dans la vie du bâtiment, dans la vie des habitants. Alors le principe en plan, là je vous ai juste mis le plan de l'étage qui est le plus significatif. On a donc deux bâtiments distincts qui sont reliés par des coursives au sud. Ces coursives-là sont des coursives individualisées pour chaque logement. Et la distribution des logements à l'étage se fait par des escaliers sur le bâtiment qui est le plus à l'ouest, plus à gauche, par un escalier extérieur qui dessert ce logement qui est à l'étage, qui bénéficie de terrasses à l'ouest et au sud. La salle commune qui est ici, donc au milieu, qui est accessible par cet escalier-là qui dessert ce bâtiment, ce logement-là et la cage d'escalier, et un petit studio qui est intercalé entre la salle commune et le logement qui est le plus à gauche. Et sur le bâtiment qui est le plus au sud, en bas, on a donc 3 logements à l'étage. Et donc la partie la plus à gauche est desservie par une cage d'escalier intérieure qui dessert donc 2 logements à l'étage. Et la composition d'ensemble est faite de 8 T3, 1 T4, un studio et une salle commune. Et on répond en cela aux demandes du programme qui était celle-là. Je passe. Alors, les matériaux biosourcés qu'on a utilisés, effectivement, c'est la structure bois. Donc, on est sur du Douglas de classe 3, du Douglas du Massif central, de la laine de bois en isolation des parois verticales. On a 12 plus 6, c'est-à-dire 20 cm d'isolation verticale. De la ouate de cellulose sur les planchers de comble. Donc, on a 40 cm d'isolation dans ouate de cellulose. Et donc, les bois de charpente, c'est du Douglas, et donc c'est ce qui nous permet d'utiliser du bois sans traitement. Et ça, on y tient. À chaque fois, on fait en sorte d'avoir du Douglas et non pas du sapin traité, parce que ça me paraît, pour moi, évident que le traitement en soi est un report d'une nuisance environnementale à long terme. La performance énergétique de niveau passif, donc 30 kWh par mètre carré par an, dont le chauffage représente finalement une part assez faible de 4,5 kWh par mètre carré par an. C'est vraiment la consommation, une consommation résiduelle. Et chaque bâtiment est chauffé par une chaudière gaz de 35 kW, plus complété par des panneaux solaires qui permettent de produire de l'eau chaude sanitaire. Chaque logement, d'ailleurs, et ça a été un objet de discussion très fort avec les habitants, est chauffé par un seul radiateur positionné dans la pièce de vie. Il n'y a pas d'autres radiateurs dans les autres pièces. Et ça suffit aux besoins de chaleur. Les ventilations double flux sont individuelles pour chaque logement. Et le toit est utilisé, donc a été fait après réception, donc en dehors de notre maîtrise d'œuvre, pour une production photovoltaïque, dont je n'ai pas les informations, je n'ai pas les chiffres, mais c'est ce qui positionne le bâtiment comme étant un bâtiment de toute façon passif, puisqu'il consomme tellement peu que, et vu la surface de photovoltaïque, ils ne peuvent que produire beaucoup plus que ce qu'ils consomment. Donc, la conception participative avec les futurs habitants, ça a été un élément fort de ce projet-là, et je vous montrerai des images là-dessus. Donc, les ateliers qu'on a organisés, donc le volet participatif a été assuré par nous en tant qu'architectes. On a organisé ces ateliers, différents ateliers thématiques qui permettaient de faire progresser la conception, de faire progresser les habitants dans la compréhension des enjeux liés à leur habitat.
Quand on fait le cumul, ça nous a, nous, mobilisé au total 200 heures autour de cette participation, en considérant qu'on a fait des visites également de sites, 7 ateliers, et à chaque fois, on pouvait être jusqu'à 4 personnes, 5 personnes de la maîtrise d'œuvre présents à ces ateliers pour animer ces ateliers suivant les thématiques. Et on a également organisé des entretiens individuels avec chaque foyer pour préciser leurs besoins et leurs souhaits. Alors, l'un des souhaits aussi qu'on avait avec eux, conjointement, c'était d'utiliser des ressources de proximité, et notamment la terre crue qu'on a souhaité utiliser, la terre crue issue du site, et d'impliquer les acteurs locaux autour de cette problématique-là. Et on a eu vraiment le bonheur, dès le début de l'opération, d'identifier une personne qui habitait à 50 mètres du terrain, qui venait tout juste de se former à l'IUT de Rennes et qui se lançait dans l'artisanat pour construire en terre crue. Et donc, on l'a mise en relation avec les habitants, et donc elle a, en fin de chantier, permis d'assister les habitants pour la réalisation des enduits terre et des murs en terre qu'ils ont réalisés. Et alors, l'opération avec les 25 logements sociaux a permis de mutualiser donc des aménagements extérieurs, donc les parkings, qui ont été réalisés en commun. Et également, ce qui a été important dans l'économie du projet, c'est de mutualiser les installations de chantier, qui ont été faites une seule fois pour les deux opérations. Ça n'a pas été facile, ça a été toute une gymnastique à faire, mais on a réussi à le faire. Alors, vous voyez quelques images de comment ça se passe, des ateliers participatifs. Ça, c'était le premier où on a invité les habitants à parcourir le site à pied et à se rendre compte des ressources, à creuser, voir comment était la terre, ce qu'on pouvait en faire, comment on leur a montré comment la manipuler pour savoir ce qu'on pouvait en tirer. Donc, on a passé un atelier, c'était en gros une journée complète avec les habitants en différents temps sur site, en temps de travail, en atelier. Des ateliers qui permettent des expérimentations spatiales via des maquettes. Donc, ça demande pas mal de préparation, ce genre d'atelier. Ça s'improvise pas du tout. Il faut prévoir le matériel, prévoir un déroulé, un scénario et accompagner les habitants vers un objectif surtout. Et de façon à ce que, pour eux, ça leur fasse progresser et nous, ça nous fasse approfondir la connaissance avec eux, la connaissance des enjeux et la connaissance de leurs souhaits. Et puis enfin, chantier participatif, donc, qui a été réalisé en dehors de la maîtrise d'œuvre, bien sûr, mais qui a été anticipé dans la conception, c'est-à-dire qu'il y a des emplacements qui étaient prévus pour qu'ils puissent intervenir en autoconstruction sur des ouvrages annexes. Donc, on a effectivement 5 logements en PSLA, donc en location-accession. On a des logements également qui sont en accession libre. Et donc, le bailleur social Harmonie Habitat qui portait cet aspect-là. Donc, on est sur un coût des travaux de 1 360 € hors taxe par mètre carré, qui est assez bas et qu'on a essayé de tenir en limitant finalement, parfois en contrecarrant certains objectifs des habitants qui auraient souhaité faire de la construction de paille, mais on leur a dit assez vite en faisant nos calculs que c'était pas réalisable et qu'on allait dans le mur si on faisait ça. Donc, on a essayé de faire avec eux les bons choix pour arriver à cet objectif-là, pour éviter les déconvenus. Et donc, l'autofinition par les habitants consiste en peinture, revêtement de sol, les enduits terre. Ils ont réalisé les abris voitures, qui sont transformés en abris vélo, et les murs en terre des celliers. Voilà, donc en conclusion, c'est un habitat participatif et biosourcé. Et j'aurais pu mettre aussi performant de point de vue thermique à un coût abordable, et ça c'était vraiment le challenge de cette opération-là. Et je pense que c'était possible grâce en partie à la façon de le concevoir avec les habitants, qui a permis de souder un groupe autour d'un objectif et donc de les mobiliser pour faire les choix judicieux avec nous. Voilà, je pense que là c'est terminé. Ben, merci beaucoup Bruno. Et bravo pour la concision aussi du propos, puis la qualité du projet. Et d'ailleurs, la première chose que je voulais te dire, c'est que parmi la vingtaine de questions posées par les uns et les autres, il y en a une qui commence par « Bravo Bruno pour ce excellent projet ». Donc, ça fait plaisir. Quand je t'avais dit que les gens sont bienveillants dans ce produit, c'est une réalité. Alors, je vais tout de suite donner la parole à notre expert Jean-Pascal,
pour poser un peu les enjeux. Vous vous êtes réunis il y a 2 jours et qu'est-ce qui ressort comme type de questions, interrogations, jusqu'où vous aviez envie d'aller un peu plus loin? Alors, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette présentation. Alors d'abord, je dirais que je ne suis que le représentant des experts puisque je remercie, d'ailleurs, ils sont dans la salle, Philippe Devy, Nathalie Cobb, Jean-Marc Foucault, William Matalou d'avoir participé. On a tous été quand même assez, sur les 4 spectres du HQE, vraiment intéressés par le projet. D'abord parce que c'était vraiment un projet d'expertise professionnelle et habitante, enfin, c'est ce qui nous a paru sorti, et ce qui est un peu à l'origine, un peu des questions qu'on souhaitait poser pour lancer un peu les échanges. Avec 2 premières questions, on pourra revenir après pour la suite. 2 premières questions. Une première sur, vous avez insisté sur le côté autoconstruction, sur la participation des habitants à la conception, au montage financier et à l'autoconstruction. Par rapport à l'équilibre économique du projet, quelle est la part finalement de cet investissement personnel dans ce coût, en fait? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, qui est plus à l'interface de la qualité de vie et de la performance environnementale, qui est, voilà, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mutualisées. On est dans une logique de frugalité sur le projet, mais est-ce que finalement, ensuite, dans les usages, comment les gens ont appréhendé dans la conception et ensuite dans les usages le besoin aussi d'intimité, alors que les coursives, les locaux, etc., sont tous communs. Comment cela après a été géré ou appréhendé dans la conception et ensuite dans les usages. Donc, la part de l'autoconstruction et puis l'intimité. Alors, Bruno. Alors, la part d'auto, honnêtement, j'ai pas les chiffres. Effectivement, comme je l'ai indiqué, ça concerne des choses assez annexes, puisque ça concerne les revêtements de sol. Et c'est ce qui a permis à chaque habitant de choisir s'il souhaitait un revêtement de sol souple, un parquet ou autre. Mais donc, ça joue sur des finitions vraiment de dernière finition, peinture, et encore en dehors de la préparation avant peinture. Donc, c'est des choses qui qui a permis de faire quelques économies. L'abri extérieur, alors c'est l'abri qu'on voyait sur la pointe sud de l'îlot, qui a été réalisé par les habitants, donc qui a été sorti des travaux. Donc ça permet aussi de faire quelques économies à la marge, mais de tenir un objectif malgré tout. Les murs en terre, c'était sur des celliers, donc c'était sur des locaux qui apportaient du confort d'usage, mais qui n'étaient pas indispensables ni essentiels au logement. Et est-ce que pour élargir cette question de l'autoconstruction, j'ai un de nos spectateurs qui nous demande comment est-ce que ça peut être concilié avec la question de la location-accession? Parce que tout le monde n'est pas propriétaire. Comment est-ce qu'on peut faire de l'autoconstruction quand on est en location-accession? C'est Hélène qui veut répondre. Je vois que vous opinez du chef. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à répondre. Je pense que la réponse a déjà été donnée, c'est-à-dire que la part d'autoconstruction a été réservée à des finitions, à des finitions et des locaux non essentiels. Mais j'ai en effet souvenir qu'Harmonie Habitat, dans toutes les discussions qui ont précédé le choix du montage, Harmonie Habitat avait en effet soulevé la contrainte liée à la location-accession, qui était de limiter fortement les possibilités d'autoconstruction. De mémoire aussi, ça n'était pas nécessairement une entrée que les habitants souhaitaient de se réserver une grosse part d'autoconstruction. Je n'ai pas souvenir que c'était un de leurs objectifs principaux. Alors, un point technique, je demandais aux orateurs d'éteindre leur micro quand ils ne parlent pas. Comme ça enlèvera un peu l'écho. Et on me dit, Jean-Pascal, que tu parles trop près de ton micro. Voilà. Alors, puisque vous avez la parole, Hélène, je voudrais poursuivre avec une question qui a été posée par les spectateurs sur les objectifs initiaux des groupes d'habitants, à la fois en termes d'organisation, mais aussi en termes de fonctionnalité qui étaient attendus de leur part. Et vient avec ça aussi la question, pourquoi est-ce qu'il n'y en a que 10 ? Est-ce qu'à un moment, vous êtes posé la question d'aller plus loin? Et puis, il y a une autre question qui était sur comment est-ce que tout ça s'est articulé
entre vous, Loire-Atlantique Développement, Harmonie, SCI, les cohabitants, ABD, etc. Ça reste encore quand même un petit peu mystérieux pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ces 3 questions. L'attente initiale, voilà. À vous la parole. Alors, je pense que l'attente initiale, ce serait peut-être plutôt à Bruno de répondre quels étaient les objectifs initiaux du groupe d'habitants et quels choix ont dû être opérés pendant l'opération. À force d'enlever le micro après. Est-ce que vous avez été amené, vous, à donner des missions à chacun pour que ça s'articule bien, ou ça s'est fait naturellement? Est-ce qu'il y avait une sorte de fiche de mission pour chacun pour savoir comment est-ce que ça fonctionnait ensemble, ou ça s'est fait de façon harmonieuse? Entre tous les acteurs qui ont Ouais. gravité autour de... Alors, nous, un des éléments qui a été vraiment extrêmement important pour nous, c'est le rôle de l'AMO. Donc l'AMO dont on a financé une partie de la mission au démarrage de l'opération, c'est-à-dire toute la phase de communication qui a précédé la constitution d'un noyau d'habitants. Mais l'AMO, ça a été les cohabitants a été vraiment une clé dans ce projet parce que il avait vraiment ce rôle aussi de traducteur entre nous aménageurs et villes et le groupe d'habitants. Il y a énormément de choses à intégrer pour les habitants. Les contraintes d'urbanisme, le rôle de chaque acteur, qui décide quoi entre la ville et l'aménageur, les questions foncières, le cahier des charges de l'ASAC. Et nous, l'AMO aussi avait ce rôle de nous faire remonter les souhaits des habitants pour qu'on puisse vraiment essayer d'y répondre au mieux. Donc notre interlocuteur privilégié, ça a été les cohabitants, mais évidemment, on avait également des temps d'échange directement avec le groupe et en tout cas des représentants du groupe. Pour définir petit à petit les choses, c'est-à-dire le programme, s'arrêter sur une jauge prévisionnelle du projet. Ensuite, la typologie de logement qui était souhaitée, ce qui nous a permis ensuite de définir le terrain qui pouvait se prêter au mieux aux attentes de tout le monde. Les charges foncières, j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus, ce sont les mêmes que pour le reste de la ZAC. Donc on est à 110 € pour la partie locative sociale, mais on n'était pas concerné sur la partie habitat participatif. 225 pour l'accession abordable et 310 en libre. Ensuite, le projet, il s'est inséré dans les consultations qu'on mène classiquement, c'est-à-dire la ville et LAD lancent une consultation pour d'abord choisir un bailleur. Évidemment, les habitants ont été associés, ont participé à l'élaboration du cahier des charges, l'analyse des offres, les auditions. Le choix s'est fait en commun. Ensuite, oui. Avant ça, il y a une question qui est assez savoureuse, je trouve, qui demandait si les villes étaient obligées de travailler avec vous en Loire-Atlantique ou si elles avaient le choix, et comment ça se passe, ça? Comment est-ce que... Voilà. Alors, LAD, c'est là, puisqu'il y a plusieurs entités, mais LAD, c'est là est automatiquement mise en concurrence. Nous, on a été retenus sur ce projet suite à une mise en concurrence avec des opérateurs, d'autres opérateurs qui s'étaient positionnés. Mais non, on a un acteur important dans l'aménagement en Loire-Atlantique, mais nous ne sommes pas le seul. Il n'y a aucune exclusivité. Ce serait contraire au Code des marchés publics. Et donc, une fois que le bailleur a été retenu, nous, la seule particularité, c'est qu'on a laissé plusieurs mois d'échange entre Harmonie Habitat et le groupe d'habitants pour s'arrêter sur un montage, sur l'acquisition du foncier, le montage de l'opération, l'organisation des maîtrises d'ouvrage. Et une fois que le montage a été choisi par les habitants en lien avec Harmonie Habitat, on est revenu sur un processus très classique, c'est-à-dire que nous avons été associés au choix de l'équipe d'architectes, on avait un avis à émettre. Nous avons ensuite émis des avis sur les
le projet architectural, nous avons vendu le terrain, nous avons supervisé, enfin en tout cas suivi l'organisation du chantier, les interfaces avec nos propres travaux. Ensuite, le processus s'est déroulé de façon assez classique. On va revenir avec Bruno à ce groupe d'habitants. Et j'avais posé une question, on n'a pas eu encore la réponse sur les objectifs initiaux de ce groupe d'habitants en termes d'organisation, de fonction. Et puis, la question était intéressante parce qu'elle demandait aussi qu'est-ce qui a changé au cours du projet. Est-ce qu'ils ont rabaissé leurs ambitions devant la contrainte et comment ça s'est passé, ça? Alors, suite à ce que disait Hélène, je voulais préciser une chose, c'est que l'AMO, donc l'éco-habitant, que moi j'appellerais un peu un facilitateur, il a assisté les habitants jusqu'à la désignation de la maîtrise d'œuvre. Et nous, donc on n'a pas eu affaire à l'éco-habitant. Et je pense que un retour d'expérience de ce type d'opération, ça aurait été utile que leur mission puisse être prolongée, y compris pendant la conception. Ça peut fluidifier les rapports entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Tu le dis de façon très polie, fluidifiée. En fait, c'est toi qui as assuré, votre équipe, le cabinet Bellenfant d'Aubas, qui a assuré en fait ce travail-là. Et tu penses que ça aurait été nécessaire de le poursuivre? Ouais, je pense que, maintenant, nous, on est convaincus qu'il faut différencier le rôle de la maîtrise d'œuvre du rôle du facilitateur. Ça peut pas être la même personne, ça peut pas être la même entité. Ça crée une confusion qui peut générer des tensions pendant la conception. Et donc, pour revenir, donc les objectifs initiaux, donc ils étaient très très forts. Il y avait de très fortes attentes de la part du groupe d'habitants qui étaient très engagés pour à faire une construction écologique, donc avec pas mal d'envie autour des matériaux biosourcés, autour de l'énergie, de la performance énergétique, et avec une forte envie de faire de la construction paille. Là, c'est là qu'on a joué un peu les méchants finalement en brisant un peu ce rêve. On a dû le faire, ça a pu être assez dur à certains moments pendant la conception. Mais on savait que si on accédait à cette demande-là, on allait dans le mur et on allait devoir faire du rétropédalage à un moment. Et donc, on a fait en sorte d'être assez précis pour répondre à cette demande-là et leur expliquer pourquoi on ne pouvait pas le faire. Et ça a généré ça a pu générer quelques tensions, justement, cet aspect-là, une certaine frustration. Et si on en reste sur ce point-là, toi, tu considères que tu as passé plus de temps que tu aurais imaginé au départ ou que tu as proposé dans ton tarif initial au moment de la réponse appel d'offres. En fait, il y a une histoire de on sait que dans l'habitat participatif, il y a toujours quelqu'un qui passe plus de temps. Et en fait, on a envie de savoir, c'est le jury, il y a 2 jours, qui se posait la question, qui a assumé ce surtemps? Est-ce qu'il a été payé par l'aménageur? Est-ce qu'il a été payé par les habitants? Est-ce qu'il a été payé par l'architecte? Qui est-ce qui a payé ce surtemps? Alors, ce temps il faisait partie du cahier des charges. Donc, en tant qu'architecte, on devait répondre à ce cahier des charges-là et donc intégrer dans nos honoraires tout l'accompagnement participatif des habitants. Donc, on l'a intégré non sans mal parce qu'on était sur une opération où les honoraires se négocient rudement. Donc, on ne pouvait pas se permettre d'avoir une rémunération qui excède la rémunération habituelle sur ce type d'opération-là. Donc, ça a été plutôt très, très tendu. Mais c'est un rôle qu'on a, à partir du moment où on l'a pris en charge, on l'a assumé jusqu'au bout, quoi. Il n'était pas question de prendre ça en main et puis ensuite de laisser tomber la chose en disant bon, bah non, on a dépassé notre temps et puis au revoir, quoi. Donc, il y a un moment où on va jusqu'au bout de la chose. On ne fait pas la fine bouche, quoi. Toujours sur ce groupe d'habitants, la ville de Guérande était plutôt favorable à de l'habitat participatif ou plutôt réticente? Comment ça s'est passé? Alors, c'est peut-être Hélène qui peut répondre à ça. Il faut brancher votre micro, Hélène. On ne vous entend pas. Désolé. Voilà. Désolé. Oui, non, la ville de Guérande était vraiment favorable. Comme je vous l'ai indiqué, la démarche d'essayer d'initier un projet d'habitat participatif à Guérande, elle a été concomitante avec le démarrage de l'écoquartier de la Maisonneuve.
Donc nous, très rapidement, on a eu en effet cette demande d'étudier la possibilité d'identifier un terrain pour un groupe d'habitants. Donc au démarrage, on a nous travaillé le projet urbain de façon classique sans savoir où l'habitat participatif allait pouvoir se positionner. Et une fois qu'en effet les discussions ont démarré avec les premiers habitants, avec les cohabitants, on a fait ce travail de trouver l'îlot qui pouvait le mieux correspondre au projet. Donc, pour répondre à certaines questions que j'ai vues passer, il était prévu dès le départ que le projet s'inscrive dans l'écoquartier. Ça, c'était donc avant que les habitants ne se structurent. Et par contre, le choix du terrain n'était pas prédéterminé et ça a en effet été une péripétie puisqu'on avait identifié un premier terrain et malheureusement, on a dû changer le phasage de l'écoquartier en cours de route et donc demander aux habitants de changer de terrain. Ce qui a été une phase un peu délicate puisqu'il s'était vraiment beaucoup projeté sur le premier terrain. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui ils sont tout à fait heureux du terrain où ils se situent. Et la distribution entre la part pour ce groupe participatif et HLM, c'est vous qui avez fait le partage de superficie pour l'un et pour l'autre. Comment ça s'est passé? Il y a eu une question là-dessus dans le public. Non, alors les 10 logements d'habitat participatif, c'est pas nous qui avons décidé non plus la jauge de 10 logements. C'est vraiment dans les discussions avec les habitants et les cohabitants que la réflexion a été de dire c'est une bonne jauge. C'est ni trop petit ni trop gros. C'est une bonne chose. Après, en se laissant la possibilité de créer des passerelles avec le projet d'à côté. L'îlot qui a été défini, c'est un îlot de 4100 mètres carrés à peu près. On avait évidemment fait des faisabilités, on n'avait pas prédéfini le découpage, donc ça s'est géré dans le travail avec Formacis et l'atelier Bel Enfant d'Aubas. Il y a eu un travail en plan masse commun pour implanter les bâtiments et ensuite c'est dans le cadre du permis de construire que la limite entre les deux programmes s'est faite, ce qui nous a permis ensuite de vendre en fait le terrain en 2 temps. Une partie du terrain à Harmonie Habitat, une autre partie à la S3C. Merci beaucoup. Je vais revenir à Bruno sur la méthode. Les experts réunis avec Jean-Pascal se sont demandé comment vous avez fait pour tenir les délais malgré le participatif. Ça paraît être un peu une gageure quand on commence à donner la parole à tout le monde. On peut s'embarquer dans des discussions à l'infini. Comment vous avez fait en termes de méthode pour parvenir à cette réussite-là? Dès le démarrage de l'opération, on a fait un planning avec les différents ateliers, l'organisation des différents ateliers et des dates qui étaient planifiées bien à l'avance pour tenir ces ateliers et qui devaient avancer concomitamment avec le projet, la phase esquisse, la phase APS, etc. Donc, en abordant des sujets qui pouvaient se poser à ces moments clés. Donc, il y a eu effectivement cette planification, cette anticipation-là. Également, ça a pu se faire pour une raison aussi qui est liée à ce groupe d'habitants. Alors, j'ai vu une question dans ce sens-là qui disait est-ce que les habitants ont été désignés après ou avant? Enfin, les habitants étaient vraiment à l'initiative de cette opération-là. Donc, ils ont constitué très en amont un groupe extrêmement soudé autour de leurs objectifs. Et donc, ils avaient développé, notamment avec les cohabitants qui les a assistés, une méthode de gouvernance interne qui leur a permis de gérer ce qui arrive systématiquement dans ce type d'opération, des situations difficiles, de crise, de désaccords, et donc de pouvoir surmonter ces désaccords-là et avancer dans le projet. Sur les désaccords, tu as parlé rapidement de la paille et certains nous demandent de recreuser ça. Pourquoi est-ce que la construction paille est-elle plus chère et en fait, quels ont été tes arguments pour évacuer cette demande d'une partie des habitants et évidemment, est-ce que ça a provoqué des dissensions telles que certains ont été obligés de partir? Voilà, est-ce que tu peux décrire un tout petit peu cette question-là, d'abord en partant du prix et après… La question de la paille, ça n'a pas fait partir des habitants. Il y a d'autres sujets qui ont fait partir à un moment un habitant, mais qui a été remplacé. Hein. Le groupe d'habitants ne s'est pas constitué définitivement dès le départ. Certains sont partis en cours et d'autres sont arrivés en cours.
La paille en tant que telle, on a fait en sorte justement d'approfondir ce sujet-là et de visiter avec eux des sites de production, notamment de paille, de caissons paille préfabriqués, de façon à avoir tous les éléments à pouvoir leur apporter et à les mettre devant aussi ces éléments-là qui leur montraient les problématiques de coût liées à ça. Et donc, on a fait les calculs sur différentes versions constructives, à la fois la paille, ossature bois et paille, entièrement ossature bois, mixte ossature bois béton et entièrement béton ou maçonnerie. Et donc, la version la moins coûteuse était la version béton. Ensuite venait la version mixte béton-bois, plus chère la version entièrement en bois, et encore plus cher, autour de 1650 € le mètre carré, la version paille. La paille, c'est un très bon matériau d'isolation qui est à recommander. Néanmoins, ça coûte pas cher, une botte de paille. Néanmoins, en mise en œuvre, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, c'est ça qui fait que le coût est assez élevé sur la construction paille. Et donc, il n'était pas question de la faire en autoconstruction, notamment. On ne pouvait pas se permettre ça. On va un petit peu sortir de la question du participatif. Je pense qu'on a à peu près abordé. Ce bâtiment, ces logements existent maintenant depuis 1 an. Quel est le ressenti des habitants sur le confort? On a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de chauffage. Quelqu'un se demandait pas de chauffage dans la salle de bain, mais c'est vraiment possible l'hiver d'être dans sa salle de bain sans chauffage. Voilà, comment est-ce qu'ils y sont aujourd'hui? Alors, ce sujet-là, c'était un sujet âprement discuté en atelier, puisque notre bureau d'études thermiques était assez réticent parce qu'il disait, mais attention, là, si je permets ça, d'accéder à cette demande des habitants, on risque d'avoir des retours négatifs et de nous le reprocher. Donc, ça a été très, très, très fortement discuté, argumenté, et les habitants ont mordicus tenu à ça, absolument, en considérant qu'ils n'avaient pas besoin d'une température homogène sur l'ensemble d'une maison et qu'ils pouvaient avoir dans les chambres qui étaient au nord, qui pouvaient avoir une température plus faible, tout en ayant un radiateur qui répond à l'ensemble des besoins de chaque logement. Donc, ça a été âprement discuté et la conclusion a été effectivement de mettre un seul radiateur sur chaque logement. Jean-Pascal, beaucoup de questions techniques ont émergé dans la réunion du jury. Est-ce que tu veux en rapporter quelques-unes et les poser à Bruno? Il y a beaucoup de questions techniques, mais dans la présentation finalement très étoffée maintenant a permis de répondre, notamment à la question de la terre, de la terre que vous avez expliqué à proximité, du Douglas. On avait une petite question qui est à l'interface du technique et de l'économique. Est-ce que le choix de non-certification est lié aux habitants, à la maîtrise d'œuvre, au maître d'ouvrage? Est-ce que c'est lié à un potentiel surcoût d'ingénierie s'il avait fallu vraiment rentrer dans une certification? Et puis Tu penses à quelle certification? Passive House peut-être? Par exemple. C'est une première question. Et la deuxième, après, elle est liée à une question aussi qui a été dans le public en disant, voilà, la part. Évidemment, c'est un projet, ce n'est pas la majorité des logements qui ont été en participatif sur l'opération, mais est-ce qu'il y a justement des enseignements d'expérience, même si à chaque fois les habitants changent dans les projets participatifs, est-ce qu'il y a des enseignements pour d'autres opérations? Et est-ce que notamment, avec tous les débats qu'il y a aujourd'hui, 20% de Français qui souhaitent des espaces extérieurs, enfin un logement différent de ce qu'ils ont aujourd'hui, est-ce qu'on a là des pistes dans un projet écoquartier, j'allais dire, du monde de juste avant, des pistes pour le logement de demain? Là, tu ouvres, c'est quasiment la question de la fin, ça, on y reviendra peut-être. Alors Bruno, est-ce qu'on peut faire, plus largement, est-ce qu'on peut faire un projet Passive House sans rentrer dans la certification? Moi, j'avais entendu que l'avantage de la certification, c'est que ça permettait de tenir les objectifs tout du long, sinon on cédait très rapidement et on mettait un peu moins d'ambition. Comment tu as fait pour y arriver alors? Alors, je ne sais pas comment répondre parce que à chaque fois qu'on nous demande des objectifs passifs, ça ne nous est jamais arrivé qu'on nous demande une certification. La plupart des projets se font sans certification. La certification, ça permet de garantir un objectif, que l'objectif est bien réalisé. Et je pense que les habitants se sentaient assez armés pour se rendre compte eux-mêmes si on arrivait à leurs objectifs ou pas. Dans le groupe d'habitants, il y avait un thermicien notamment. Vous voyez, donc je pense qu'ils se sentaient, de par leurs compétences en interne, capables d'apprécier cet aspect-là.
c'est à lui qu'on doit la VMC double flux individuelle. Par exemple. et techniquement, est-ce qu'on peut dire que c'est un projet low-tech ou high-tech? On s'est posé cette question avec le jury. Il paraît très low-tech, mais il y a quand même une VMC double flux individuelle. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que la VMC double flux, c'est un gain thermique important qui permet d'atteindre un objectif énergétique. Sans la double flux, on a plus de mal. Et donc, bon, c'est le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait à un moment donné sur ce projet-là. Hein. Donc, ça déroge au low-tech, c'est clair. Hein. On n'est pas allé sur de la ventilation naturelle ou d'autres dispositifs. Mais ça apporte quelque chose en qualité de l'air intérieur. Toi, tu n'as pas été contraint par la double flux, tu étais plutôt satisfait de ça parce que c'est harmonieux avec l'ensemble du projet ou ça détonne un peu? Non, c'est pas ça. C'est que ça, c'est un choix qui doit être assumé par les usagers. Hein, la question de la ventilation double flux, on peut pas. Ça me semble difficile d'imposer un choix comme ça. C'est un choix qui est fait quand on veut atteindre un objectif thermique où les besoins de chauffage étant tellement faibles, finalement, le gain qu'apporte la ventilation double flux permet d'arriver à ces objectifs, de gagner les derniers kilowattheures qui manquent pour arriver à un objectif. C'est un peu la course à la performance. Moi, je suis pas forcément un défenseur de ce type de démarche, mais néanmoins, ça permet d'arriver, quand on veut atteindre un objectif, ça permet d'atteindre cet objectif. D'accord. On a quelques questions aussi sur l'architecture. L'emplacement de la salle commune qui est centrale, est-ce que c'est central parce que c'était considéré comme central ou est-ce que c'est central pour les questions? Alors, forcément, l'implantation de chaque élément répond à chaque fois à plusieurs objectifs à la fois. L'implantation de la salle commune, effectivement, c'est qu'elle est centrale, d'une part. Elle permettait de facilement desservir, de gérer une question assez de desserte des logements également, par les coursives, parce que les coursives ne sont pas des coursives de desserte des logements, ce sont des coursives individuelles. Des prolongements individuels, ce n'est pas des coursives de desserte des logements. Ah, c'est des terrasses, oui, tout à fait. Alors, donc c'est des terrasses, en fait? C'est des terrasses individuelles qui peuvent s'individualiser, mais je pense qu'ils ont fait le choix. On avait prévu de faire des séparations entre les terrasses, mais ils ont fait le choix en interne de ne pas faire de séparation. Donc ça leur appartient, ce choix-là. Mais cette salle commune se trouvait là parce que c'était peut-être celle qui bénéficiait du plus d'ombre portée de la part du bâtiment qui était voisin. Donc, ça faisait de l'ombre le matin à l'est. Elle pouvait bénéficier d'une grande terrasse à l'est, donc elle était assez bien située pour assumer ce rôle finalement. Toujours sur l'implantation, le parking, tu l'as abordé très rapidement au début. Quelle surface dédiée au parking? Est-ce qu'il y a des contraintes en termes de PLU et est-ce que tu as respecté ces contraintes-là? Le parking, c'était l'un des premiers sujets qu'on a abordé dans les ateliers participatifs. Et le projet, on commence par ça, parce qu'il faut déjà mesurer l'impact des stationnements sur l'emprise foncière. C'est énorme. Et on les a fait beaucoup déchanter, les habitants, parce qu'ils se projetaient dans un habitat dans la nature, quoi, quasiment Robinson sur son île. Et on leur a fait prendre conscience de l'impact de ces stationnements pour leur montrer voilà, comment on pouvait préserver au maximum cet espace de jardin qu'ils souhaitaient. Et finalement, ils se sont dit, ben oui, mais il ne reste plus que ça. Et je dis, ben oui, mais ça, on peut pas y déroger, c'est indispensable. Et alors, ils se projetaient chacun finalement dans des besoins en véhicule qui étaient inférieurs à ce qu'imposait le PLU. Donc, on a fait en sorte de réaliser les espaces de stationnement nécessaires par le PLU, mais de faire en sorte que finalement, en l'absence de voitures, ces stationnements disparaissent. On ne les voit plus. Pour certains, il y en a quelques-uns qui sont maintenus de façon fixe. La plupart se projetaient avec, au pire, un seul véhicule par logement, alors qu'il fallait en prévoir 2 par logement. Donc c'est pour ça.
Est-ce que cette partie, là, on a une question qui vient d'arriver, la partie voirie stationnement, elle est intégrée au prix annoncé au début ou pas? Intégrés au prix, oui. D'accord. Tu as parlé rapidement des jardins. Vous avez prévu une partie compostage dans les jardins? Est-ce que les habitants entretiennent eux-mêmes leur jardin? Comment c'est conçu, il y a des anciens agriculteurs parmi les habitants, donc ils font en sorte de coordonner tous les habitants sur la façon de faire son jardin, de composter, etc., quoi. Donc, il y a je pense, sur ce projet, une très très belle dynamique interne et de partage de compétences. Alors, on revient un tout petit peu en arrière sur les parkings. Quelqu'un vient de nous demander si vous avez pensé utiliser les parkings pour faire de la récupération d'énergie, à réinsuffler après dans les bâtiments. Les stationnements sont aériens. Les stationnements sont pour l'essentiel quelle est la surface aériens. Dans l'objectif de tenir un coût performant, sur tout l'îlot, il n'y a aucun stationnement en sous-sol. Ah oui, on ne pouvait pas. Mais on peut imaginer des systèmes sous le bitume qui récupèrent la chaleur. Donc, bon, ça, c'est. Non, je pense qu'il y a quelqu'un qui est un peu intéressé à cette question, qui posait la question. D'accord. Le confort, on n'a pas dû être assez précis là-dessus parce qu'une question est revenue là-dessus. Maintenant, on a 1 an d'expérience, confort d'été, confort d'hiver. Est-ce que l'été, les petites canicules qu'on a eues là en juin l'année dernière, est-ce que c'était supportable, pas supportable? Comment ça s'est passé? Alors, moi j'ai eu la chance de faire l'inauguration du projet d'Harmonie Habitat en juillet dernier et les habitants nous ont fait visiter leur logement. Ils étaient dithyrambiques sur le confort. Ils nous ont confirmé que sur le premier hiver, le chauffage n'avait pas ou très très peu fonctionné. Et en effet, on avait passé les canicules du mois de juin et ils nous ont confirmé que la température n'était pas montée au-dessus de 25 degrés dans les logements. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et en hiver, donc, j'ai l'impression, Hélène, vous nous aviez dit en préparation qu'en fait, ils n'ont pas chauffé du tout l'hiver. Donc, en fait, même un chauffage par les habitants du logement que j'avais visité m'ont confirmé que le radiateur ne s'était quasiment pas mis en marche de tout l'hiver. De l'hiver. Les panneaux photovoltaïques, peut-être que c'est vous qui pouvez répondre, Hélène. On ne comprend pas pourquoi. Alors, en fait, les habitants ont intégré la possibilité d'équiper les toitures en panneaux photovoltaïques dès le début, puisque ça figurait dans le permis de construire. Mais en effet, le portage a été externalisé. C'est un investissement participatif lui aussi, via l'association Cowatt. Donc, les panneaux solaires ne sont pas la propriété. En fait, les habitants ont mis à disposition les toitures. Je ne sais pas lequel des deux peut répondre. Le cadre assurantiel, le fait qu'il y ait à la fois du participatif, qu'il y ait eu des contributions des habitants. Non, ça n'a rien changé. Ça a été très circonscrit. Ça a changé des choses au niveau de l'assurance. Très circonscrit en dehors du périmètre de la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que les travaux d'autofinition, les travaux participatifs ont été réalisés après la réception des bâtiments. Je continue de sauter un peu du coq à l'âne. Le plancher bois, tu as parlé d'acoustique rapidement dans ta présentation. Peut-être qu'il faudrait que tu reviennes un peu dessus. Certains se sont demandé comment tu as géré cette acoustique. Est-ce qu'ils sont satisfaits aujourd'hui de l'acoustique réalisée et s'ils sont satisfaits, qu'est-ce que tu as fait en termes de conception? C'est un bâtiment qui est clairement en structure porteuse, enveloppe porteuse, en ossature bois, plancher bois. Donc effectivement, c'est pas habituel dans le logement collectif. On est plutôt habitué à des planchers béton qui sont effectivement assez rapidement assez performants pour assurer l'isolement acoustique. Par contre, on a mis pour la question acoustique, on a mis des murs de refend entre logements qui sont en béton pour éviter la transmission sonore par les planchers et les murs de refend. Et ça a été on aurait pu le faire en structure boise, mais ça aurait été plus coûteux parce qu'il aurait fallu à chaque fois doubler les murs porteurs sur chaque paroi entre logements. Donc on a fait ce choix pour l'économie
du projet, et pour assurer l'acoustique, de voir des murs de refend en béton, un mur en béton qui entoure la cage d'escalier intérieure également. C'était problématique en voile bois, la transmission du bruit par la cage d'escalier dans les logements. Et sur les planchers bois, donc on a tout simplement isolé ces planchers entre solives, sous plancher, et rajouté une chape par-dessus les planchers, de façon à assurer l'isolement acoustique entre les logements de l'étage et les logements du rez-de-chaussée. Alors, à l'instant, des refends de béton mutualisé, banchés. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression que tu as répondu à la question, mais c'est ça. D'accord. On passe à un autre point, une question qui vient d'être posée, et je vais vous inviter à ne plus trop poser de questions, parce que si je veux me donner l'objectif d'y répondre à toutes, on ne va pas rentrer dans nos temps. On va essayer de terminer dans 5 minutes, si vous en êtes d'accord. Comme ça, on aura fait 1h15 de webinaire ce matin. On a une question qui vient d'être posée, que je trouve intéressante, sur l'utilisation des eaux de pluie, soit pour l'arrosage, soit pour les WC. Est-ce que vous êtes posé cette question-là? Et est-ce que vous le faites sur ce projet? On ne fait pas. On n'a pas de récupération d'eau de pluie gérée en interne pour la réutilisation dans les locaux. Alors l'arrosage, après moi je ne sais pas, une fois le bâtiment livré, ils font ce qu'ils veulent de leur eau de pluie, et s'ils veulent la récupérer dans un bac pour faire de l'arrosage, ils le font. Moi, là, c'est une chose sur laquelle j'ai pas de maîtrise. Pas de prise. Alors, ça n'a peut-être pas été clair sur l'acoustique. Tu as mis en place des dispositifs d'absorption des vibrations? Oui, parce qu'on a sous chape, on a effectivement un isolant acoustique qui permet d'amortir les bruits d'impact. Je ne sais pas lequel des deux peut répondre à ça. Le prix de vente au mètre carré, tout compris. Il y a des gens qui se demandaient. On a dit que c'était très, très intéressant d'un point de vue économique. Mais alors, je n'ai pas les chiffres en tête. Pour la location-accession, c'est de toute façon plafonné. Donc, les prix sont connus. Je veux pas vous dire de bêtises parce que j'ai perdu les chiffres. Par contre, c'est vrai que la conclusion puisqu'on avait évoqué ce sujet lors de l'inauguration du bâtiment voisin, la conclusion qu'on faisait, c'était que le prix de sortie, par exemple pour les logements libres, n'était pas nécessairement très inférieur à d'autres projets classiques. Par contre, le rapport qualité-prix était vraiment excellent. C'est-à-dire que pour un prix proche, compte tenu aussi de l'investissement des habitants dans leur logement, on aboutissait à des logements de bien meilleure qualité en termes de confort d'usage, en termes de confort thermique, voilà, par rapport à des opérations classiques. Et vous, aménageur, oui, j'ai vu une remarque en indiquant 10 logements sur 675, c'est finalement peu. Alors, un des objectifs qu'on portait et qu'on avait aussi indiqué aux habitants, c'est le fait qu'on souhaitait que ça puisse être reproductible et pas seulement un one-shot. C'est aussi pour ça qu'on avait indiqué dès le départ que la charge foncière serait identique à celle qu'on applique sur la ZAC pour tout type de projet. Donc en effet, nous avions prévu de relancer avec les cohabitants des ateliers pour initier un deuxième projet. Alors les réunions devaient se faire au mois d'avril, évidemment tout ça est reporté de quelques mois, mais on a l'ambition sur la troisième tranche du projet d'initier un deuxième projet. Alors là aussi, on essaie de faciliter les choses, de faire des ateliers, de voir si des personnes sont intéressées, mais c'est pas quelque chose qu'on décide d'en haut. Il faut vraiment qu'un groupe se constitue. Après, on sait que les petits ensembles ont eu énormément de sollicitations en fin de projet et même une fois que leur projet a été livré par des gens très intéressés par leur démarche. Donc, on a bon espoir qu'il y ait sur la presqu'île guérandaise des personnes intéressées par ce type de projet, mais si on peut en faire 2 voire 3 sur la totalité de l'opération, ça devient plus totalement négligeable.
Et toi, Bruno, tu tires des enseignements de ce projet-là pour d'autres projets demain, ou à chaque fois on remet tout ça permet à la de base? roder une méthodologie de travail en participatif avec des habitants. Donc maintenant, c'est des choses qu'on connaît et qu'on continue de mettre en place sur des projets en participatif. L'enseignement, j'ai déjà un peu dit, c'est vraiment de dissocier une partie facilitation avec les habitants et vraiment la partie maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que la maîtrise d'œuvre assure des ateliers participatifs de façon à assurer une prise de conscience des enjeux, une montée en compétence des habitants pour comprendre les enjeux et faire les bons choix pendant la conception. Mais néanmoins, il y a besoin d'une facilitation externe à la maîtrise d'œuvre qui permettent de gérer les aspects de gouvernance interne d'un groupe participatif. Et donc de faire le filtre et le traducteur quand un groupe a des difficultés à apprécier finalement ce qu'on peut dire. Et donc surtout d'éviter de se retrouver dans un rôle dans un rôle de mélange des genres, et ça nous positionne, ça nous met dans une position inconfortable vis-à-vis des habitants. Pendant qu'on demande aux 50 personnes qui sont dans la salle avec nous de voter pour savoir si ce projet peut faire partie du panorama de la construction durable en Pays de la Loire, vous avez un petit sondage qui a dû apparaître sur votre écran. Donc, on attend avec impatience votre retour. Là, il y en a encore pour quelques secondes. Si vous voulez bien cliquer oui ou non sur ce sondage. Ce n'est pas un sondage très, très, très compliqué. Hein. Il suffit de dire oui ou non. Jean-Pascal, une appréciation globale sur ce projet, à la fois sur le côté participatif et aussi par rapport à notre grille d'analyse. Merci beaucoup pour toutes les questions posées puis toutes les réponses apportées. Quand quasiment toutes les questions qu'on s'était posées au sein du comité d'experts ont trouvé des réponses ce matin. C'est vrai que je rebondirai sur ce que disait Hélène sur la question du rapport qualité-prix. Une des questions qui va se poser demain avec la situation actuelle aussi et donc des retards dans la construction de logements, c'est comment arriver à concilier les ambitions de vertu, en quelque sorte, commencer à se définir en zéro artificialisation, et donc auquel répondait cet écoquartier proche du centre-ville de Guérande, et la nécessité de fournir quand même des logements à la population. Voilà, et dans des coûts économiques serrés souvent. Là-dessus, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de dire, est-ce que dans ce retour d'expérience, il y en a pour les prochains projets d'habitat participatif, Bruno Belenfant vient d'en parler, mais est-ce qu'il y en a aussi pour le renouvellement urbain, où là, de fait, on travaille avec des habitants présents dans le quartier. Voilà. Donc, c'est peut-être pas une réponse à laquelle on peut répondre aujourd'hui, mais peut-être un sujet sur lequel, dans les prochains C'est positif, on pourrait se pencher la question sur le renouvellement urbain avec les habitants, justement, et en quoi ces projets-là sont peut-être des expérimentations utiles pour la ville de demain. Merci beaucoup Jean-Pascal pour cette question ouverte. Je vous rappelle que nous avons un deuxième webinaire dans la semaine qui aura lieu demain à 14 h en partenariat avec la Fédération des promoteurs immobiliers et avec l'Union sociale de l'habitat sur un sujet très fort enjeu en ce moment, qui sont les questions d'urbanisme, des permis de construire. Et Nantes Métropole et la ville de Nantes, les services d'urbanisme nous ouvrent leur dossier et vont nous expliquer comment ils s'y prennent en ce moment dans cette période de confinement pour examiner les dossiers d'instruction des permis de construire, par exemple. Donc, demain à 14 h, nous nous retrouvons pour un autre C'est positif dans un mois. Et donc, merci à nos 4 intervenants et merci surtout à vous tous d'avoir participé à ce premier C'est positif en format webinar. Et je vous donne le résultat des votes, je ferme les votes. Vous avez été 96%, bravo Bruno, à estimer que ce projet pouvait faire partie du panorama de la construction durable en Pays de la Loire. Bonne fin de matinée et à bientôt.